Messieurs, bonjour. Alors, aujourd'hui, Maroc, soft power. Pour commencer tout de suite, c'est quoi Maroc, soft power, mais surtout soft power. Alors, soft power, c'est un peu subjectif, je dirais. Vous trouverez 36 000 explications sur Internet, mais bon, je vais vous donner un petit peu mon perçu. Ça reste subjectif, mais pas que, car c'est basé sur la réalité. Soft power, ça correspond à votre poids, à comment vous êtes perçu de l'extérieur, à votre capacité d'influence à l'échelle de votre environnement, très proche, proche et lointain. Exemple, le Maroc, au niveau du Maghreb, au niveau de l'Afrique et à l'échelle du monde. Alors bien sûr, on n'est ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine. Mais bon, chacun a son étoile qui brille. Et le Maroc tente, lui aussi, d'avoir une étoile qui brille. Chacun est une étoile. Il faut qu'elle brille. Lorsque vous regardez le ciel, il y a des milliards d'étoiles, mais certaines brillent plus que d'autres. C'est donc le but de ce soft power. Et son utilité, c'est de vous donner une certaine capacité d'influence au niveau de votre environnement. Que votre parole soit écoutée, entendue et prise en compte surtout. Voilà grosso modo pour la définition du soft power. Alors par quoi ça se traduit? Avant tout, déjà, et comme on dit, il faut avoir les moyens de sa politique, par un réseau diplomatique dense. Vous devez avoir des ambassades, des consulats un peu partout dans le monde. Sinon, comment vous pourriez influencer? C'est vos porte-paroles, ces messieurs. Donc, plus vous en avez, plus bien sûr vous atteignez des environnements et des cercles de plus en plus éloignés. Dans ce domaine, le Maroc a grosso modo une centaine d'ambassades. Je crois qu'on en a environ une trentaine en Europe, une trentaine en Amérique, une trentaine en Asie et aussi une trentaine en Afrique, je l'ai dit. Et encore, je ne vous parle même pas des consulats. Parce que pour le cas de l'Europe, il existe encore plus d'une centaine de consulats. Mais ça, c'est un rapport avec les MRE à l'époque. Donc voilà, vous devez avoir un réseau dense. Et deuxième point primordial, c'est vos ambassadeurs. Comme vous le savez, malheureusement, il y a quelques années, être ambassadeur, c'était surtout une question politique. Il y avait tel gouvernement qui arrivait au pouvoir et qui mettait les copains et les amis. Mais depuis quelques années, quand même, les choses ont beaucoup changé. Avec notre ami Bourita. Il ne s'agit plus simplement aux diplomates de faire de la politique ou de la diplomatie. Non, on leur demande d'être les promoteurs du pays. Les promoteurs de la marque Maroc, Morocco. Et donc, ils doivent s'y connaître un petit peu plus dans d'autres domaines. Exemple, dans les domaines du commerce international et de la finance. Voilà donc l'importance. Votre réseau, c'est déjà ce premier maillage qui est important. Après cela, bien sûr, tout ce réseau, tout ce travail-là, s'il veut promouvoir, il faut qu'il ait quelque chose à promouvoir. Donc, dans votre pays, vous devez avoir quand même une économie et des finances relativement solides. Une infrastructure relativement costaud. Dans l'infrastructure, par exemple, et là je ne vais citer que les exemples qui font que votre étoile brille, le TGV. Le TGV, c'est un projet banal, me dirait un Français. C'est un projet qui existe depuis des lustres, qui est une réalité chez les Chinois, chez les Japonais, chez qui vous voulez.
Mais en Afrique, le Maroc est le premier. Et ce n'est pas rien. Ça fait que toutes ces télés, tous ces médias-là parlent de vous. La même chose pour le port Tanger-Med. Incontournable le port Tanger-Med aujourd'hui. Il fait partie du top 10. Il se compare avec des ports comme Shanghai. Et aujourd'hui, il représente une menace réelle pour les ports espagnols. Il les a dépassés même depuis très longtemps. Mais voilà. Nous restons donc dans les fondations, votre industrie. Le Maroc s'est orienté vraiment côté industrie depuis quelques années. Encore une fois, on ne va pas parler de tout ce qui existe, mais qui font que votre étoile brille de plus en plus. L'industrie automobile. Tout le monde en parle. Pire, avec l'actualité d'aujourd'hui, on ne va pas appeler ça délocalisation, mais comme ça est l'Ukraine dans l'état où elle est, eh bien, pas mal de ces gens-là viennent s'installer au Maroc. Des filiales des filiales européennes qui viennent s'installer au Maroc, car c'est juste à côté. L'industrie aéronautique aussi, etc., dans le domaine industriel. Mais, question infrastructure, le primordial, c'est votre réseau de desserte. Votre compagnie aérienne doit être capable de vous relier avec le reste du monde et de relier le reste du monde avec vous. Casablanca, comme vous le savez, est devenu depuis quelques années un hub incontournable. Un Africain de Niamey, de Bamako, il veut aller faire des emplettes à Paris ou à Londres, il fait escale à Casablanca. Et l'inverse est vrai. Pour le touriste européen ou homme d'affaires européen qui veut descendre pour ses affaires en Afrique, il passe par Casablanca. Et la rame, c'est grosso modo 80 villes desservies dans le monde entier. Une quarantaine en Europe, une trentaine, je crois, en Afrique, une dizaine maximum dans les deux Amériques, en Asie aussi. Et voilà, donc c'est ça qui fait que vous rentrez dans les différents réseaux petit à petit. À part on a parlé de la diplomatie, de l'infrastructure et des finances. Infrastructure, transport. Et les finances, je parlais des finances. Les finances, et je ne citerai encore une fois que les côtés les plus emblématiques qui font que vous brillez de plus en plus. Les banques. Depuis un certain temps, le Maroc est présent un peu partout. Nous étions déjà pas mal présents en Europe. D'ailleurs, nos voisins africains nous reprochent sans arrêt notre réseau, car ce réseau-là capte des fois leurs transferts. Mais bon, donc je disais, notre réseau, au niveau de l'Europe, nous existions déjà depuis pas mal d'années, grâce au MRE. Et c'était surtout la banque Chabi, la banque populaire. Mais à part la banque populaire aujourd'hui, il y a la BMCE dans le monde entier, et il y a la Wafa Bank. Et à ces trois banques, elles se sont étalées ces dernières années, au niveau de toute l'Afrique. Il doit y avoir pour chacune d'elles, je dis bien pour chacune d'elles, minimum d'une trentaine d'agences par banque. Bon, c'est vrai qu'elles se retrouvent dans les mêmes pays, souvent. Mais ce sont les pays avec lesquels on a plus d'échanges. Cela permet à vos industriels de pouvoir justement arriver à ces pays, s'intégrer à ces pays, travailler dans ces pays, investir dans ces pays-là. Parmi les choses qui comptent, question investissement. Lorsque l'on apprend que le Maroc est devenu le premier
africain investisseur en Afrique. Ce n'est pas rien. Ça fait que vous brillez vraiment. Il s'agissait quand même de, si je me rappelle bien, de grosso modo 4 milliards de dollars. Donc voilà. Il y avait certains pays africains, certainement, qui n'avaient jamais entendu parler. Et voilà, et d'un seul coup, ils entendent parler de vous dans les médias et autres. Et c'est la même chose pour les autres continents. Nous allons sortir de ce côté finance, infrastructure, diplomatie, pour atteindre un domaine auquel on pense moins. Le tourisme. Et là, je ne vais pas vous parler des avantages ou des qualités du tourisme marocain, le tourisme balnéaire, des villes impériales ou autre trekking. Non, non. Non. Je vais vous parler de justement qui fait que votre pays brille. Et je vais prendre 2 exemples. Allez. Marrakech. Qui n'a pas entendu parler de Marrakech? Marrakech, il y a une année, je crois, était quand même la première destination mondiale. Ce n'est pas rien. Marrakech, c'est ni Paris, ni Londres, ni une île paradisiaque. Mais ça a son charme, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde est là. Et en parlant de tout le monde, justement, Marrakech reçoit des célébrités du monde entier. On va pas tous les passer en revue, mais bon, celles qui me viennent à l'esprit, vous savez, comment il s'appelle? Yves Saint Laurent. Qui ne connaît pas Yves Saint Laurent? Yves Saint Laurent, Marrakech, habite à Marrakech, ou a habité à Marrakech. Vous avez Branson de Virginie et tout. Ses vacances à Marrakech. Clinton, Madame Clinton. Il paraît même qu'elle aurait de la famille dans les alentours de Marrakech. Dans la chanson Maître Gims, hein? Tout le monde connaît Maître Gims. Il habite Marrakech. Enfin, un petit dernier pour la route, dans le domaine du sport. Ronaldo, star incontestée. Et encore une fois, puisqu'on parle de star, donc d'étoiles. Ça revient à ce que je disais. Plus vous en avez, plus votre étoile aussi, elle brille. Ronaldo a construit un complexe résidentiel à Marrakech. Il ne s'agit même pas d'un hôtel, c'est un complexe résidentiel avec hôtel, magasin et autres. Voilà, donc je disais que je prendrais l'exemple de 2 villes. La deuxième ville emblématique, Ouarzazate. Qui n'a pas entendu parler de Ouarzazate grâce aux films qui y sont tournés? Et j'ai appris justement dans mes recherches, ça ne date pas d'hier. Je crois que le premier film qui a été tourné à Ouarzazate, c'est Ali Baba et les 40 voleurs. Et c'est en 52. 52. Ali Baba et les 40 voleurs. C'est L'homme qui en savait trop. Film archi connu. 56. Vous avez parmi les grosses ventes, La Momie. Le film La Momie. Je crois que ça doit être 2000 ou 2000 et quelques. Non, pardon, des années 90, La Momie. Et chose remarquable à Ouarzazate, aujourd'hui, n'importe quel réalisateur qui voudrait faire un film sur le monde arabe, sur n'importe quelle partie du monde arabe, y compris l'Égypte, le fait à Ouarzazate. Vous regardez les documentaires sur Arte. Des fois, ils mettent en scène leurs documentaires. C'est Ouarzazate. Des films sur des pharaons, c'est à Ouarzazate. Et parmi le plus marrant, Astérix et Obélix, c'est Ouarzazate.
Quel autre grand film? Bon, le dernier en date, allez, Game of Thrones. Encore une fois, Ouarzazate. Alors, petit aparté. Vous savez pourquoi ils aiment bien tous Ouarzazate? À part bien sûr qu'il existe des ateliers et tout ce qu'il faut comme pour faire un film. Non, ce qui y ramène, c'est la lumière. Ce qui vraiment les attire, c'est la lumière qui existe à Ouarzazate. Il paraît qu'elle permet justement de travailler durant toute une journée, une longue journée, avec une lumière parfaite. Mais à part ça, bien sûr, vous avez des paysages majestueux, vous avez des décors naturels incroyables. Voilà. Alors, je vous disais que je vous parlerai de deux domaines un petit peu moins connus pour le soft power, et celui dont je vais vous parler tout de suite est encore beaucoup plus discret, moins connu, mais autrement plus efficace. C'est le champ religieux. Parce que jusque-là, il y a une certaine concurrence dans ce champ religieux. Justement, un soft power. Vous savez, le wahhabisme. Le wahhabisme, ça vient d'Arabie Saoudite. Et je ne vous parle même pas des intégristes, des islamistes, etc., etc. Contre tout cela, le Maroc a réagi. Non seulement il a réagi en se protégeant lui-même, mais en se projetant sur tout l'environnement qui avait été atteint par ces courants, et essentiellement l'Afrique et l'Europe. Comment? Vous avez par exemple l'Institut Mohamed VI, l'Institut Mohamed VI des imams. Cet institut reçoit des milliers d'étudiants d'Afrique et d'ailleurs. Très récemment, il les reçoit déjà de France, ça c'est fait, mais il commence à les recevoir de plus en plus d'un petit peu partout de l'Europe. Vous imaginez que quand vous recevez toutes ces centaines de personnes, elles sont là pour être formées, mais elles sont là pour être formées à être des formateurs, c'est-à-dire qu'elles-mêmes vont aller former d'autres âmes. Donc, vous voyez un petit peu la portée de votre institut, donc de votre pays, donc de votre vision de la religion. Mais le Maroc ne s'est pas arrêté là. Il a aussi créé la fondation Mohamed VI des Oulama. Cette fondation reçoit essentiellement des Africains. Encore une fois, des centaines d'Africains. Mais surtout, cette fondation a aujourd'hui une trentaine de sections dans plusieurs capitales africaines. Donc là, vous vous exportez dans un premier institut, vous les recevez, vous les formez, vous les renvoyez. Là, c'est carrément, vous exportez votre modèle. Et même résultat. Vous influencez automatiquement, indirectement, mais vous le faites. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour du côté soft power de ce qu'il faudra avoir. La question se pose maintenant de à quoi ça sert? Ben si, ça sert. Par exemple, le Maroc était en bisbille avec l'Espagne il y a quelque temps. Là. C'est un bras de fer qui a duré pratiquement 2 ans. L'Espagne a fini par reculer. C'est un soft power. Est-ce qu'on en a entendu parler? Non. Est-ce que dans les médias, ils parlaient d'une rixe de n'importe quoi, comme il se passe actuellement pour nos voisins? Non. Pourtant, il y a eu un véritable bras de fer durant 2 ans. Et l'Espagne a fini par changer de position concernant le Sahara marocain. Pour les mêmes raisons d'ailleurs. Il s'est passé la même chose avec les Allemands. Ça a duré 1 an et quelques. Pire, au moment où le Maroc avait décidé de rappeler son ambassadeur, nous venions de signer avec les Allemands
tout un tas de conventions pour l'octroi de 4 milliards de dollars pour des projets dans le domaine de l'hydrogène vert et autres énergies solaires. Le Maroc a des miettes. Il faut avoir des positions, il faut les tenir. C'est un peu ça aussi, le soft power. Donc voilà. Grosso modo, ça vous aide, ça vous sert, discrètement, mais sûrement. Le soft power, comme son nom l'indique, s'il s'appelle soft, c'est qu'il est à l'inverse du hard power, qui lui est représenté par combien de chars, combien de missiles, combien d'avions vous avez. Mais tout le monde se rend bien compte qu'aujourd'hui, ce genre de guerres sont rares, inutiles, mortels. Il n'y a qu'à voir en Russie-Ukraine. Alors qu'avec le soft power, vous pouvez gagner en étendue, en victoire, tranquillement, doucement, mais sûrement. Zen. Voilà, sur ces belles paroles, chers amis. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous et à ciao.